Il y a de nombreux médias dont on se demande quel est l'objectif, si c'est d'accentuer la division de la société française ou d'informer. Nous avons lancé l'association des journalistes antiracistes et racisés il y a plus de 2 ans par une tribune collective signée par plus de 160 journalistes dans Libération. Depuis, nous avons enchaîné les luttes et les batailles contre le racisme dans les médias mainstream, dans les médias dominants, mais en réalité dans tous les médias, puisque, y compris dans les médias publics, la haine raciale s'est immiscée dans les éditos, dans les journaux, dans les reportages, dans les documentaires. C'est quelque chose que, en tant que journaliste, en tant que professionnel des médias, nous avons constaté et nous avons décidé de s'organiser collectivement pour lutter contre cette dérive qui aujourd'hui nous prend à la gorge. En fait, il y a de nombreux médias dont on se demande quel est l'objectif, si c'est d'accentuer la division de la société française ou d'informer. Les médias qui ont été rachetés par des milliardaires comme Pierre-Édouard Stérin ou comme Vincent Bolloré ont un objectif politique clair, celui de soutenir le projet de l'extrême droite et dans son sillon le racisme et une vision de la France rance où les personnes racisées sont dominées, mises au banc et qui deviennent en réalité la cible première. Et ces médias ont des audiences assez importantes, donc en tant que journaliste, en tant que personne racisée, en tant qu'antiraciste, cela nous inquiétait, on ne comptait pas se laisser faire, donc on s'organise pour lutter contre la bollorisation de l'espace public, contre l'accélération du fascisme dans l'espace médiatique. Depuis la création de la JAR, il y a plus de 2 ans maintenant, on reçoit quasi quotidiennement des témoignages de journalistes racisés en rédaction qui disent subir des remarques, parfois sous la forme de blagues, de petites remarques comme ça quotidiennes, parfois beaucoup plus virulentes. Ça arrive très régulièrement et dans tous les médias. Les médias des milliardaires tels que Bolloré, Pierre-Édouard Stérin, Bernard Arnault, il y a une forme de décomplexion supplémentaire qui fait qu'on a une difficulté claire à gérer ces cas-là parce qu'on les accompagne avec des délégués du personnel, parfois directement en allant voir leur direction ou leur RH, mais on se heurte à des directions qui sont complètement insensibles à ce sujet. Quand ce genre de remarques arrivent dans des médias, par exemple, indépendants, parce que ça arrive aussi, ou plus mainstream, on arrive parfois à débloquer les choses. Il y a aussi le racisme que les personnes ne vivent pas directement, parce que ce n'est pas des remarques qui leur sont dédiées à elles, mais qui est une espèce de racisme d'ambiance, c'est-à-dire qu'en conférence de rédaction, on va parler d'un tel ou d'un tel sujet et que certains vont se permettre des remarques racistes directement ou discriminatoires. C'est aussi le poids d'être un journaliste racisé dans un journal qui publie des éditos. C'est cette charge raciale, comme dit Douce Dibondo, qui est diverse, qui est à la fois les remarques que l'on reçoit et contre lesquelles on doit se battre dans un contexte où on est dominé et pas en position de pouvoir, mais c'est aussi ce que peuvent écrire les collègues et que le média doit assumer collectivement. Voilà, ça prend plusieurs formes. Le problème principal quand on parle de racisme dans les médias aujourd'hui, il est à tous les niveaux. C'est-à-dire que dès la formation à l'école de journalisme, la question est très prise au sérieux. Il y a peu de formation sur quels sont les biais racistes dans l'écriture. On se pose peu la question de, par exemple, pourquoi on dit la métropole, pourquoi on dit l'hexagone, qu'est-ce que ça veut dire une ratonnade? Est-ce qu'il ne faudrait pas expliquer l'historique du mot ratonnade? Les Arabes étaient comparés à des rats dans les années 90 par l'extrême droite. Tous ces questionnements déontologiques sur les biais raciaux ne sont que très peu posés dans les écoles de journalisme et notre association elle vient un peu bousculer ça. De plus en plus on donne des cours dans les écoles de journalisme, mais il y a des écoles, encore des directions d'école qui sont très réticentes parce qu'elles considèrent que ce n'est pas un sujet légitime et qu'on n'a en réalité rien à apprendre, rien à modifier. Donc dans les écoles de journalisme il y a ça, il y a aussi le fait qu'il y a très peu de diversité dans les écoles de journalisme. Elles sont encore aujourd'hui très sélectives socialement et au niveau racial aussi. Donc on retrouve peu d'enfants de classe populaire, peu de jeunes racisés en situation de handicap, etc. Il y a aussi l'étape d'après, c'est-à-dire l'entrée sur le marché du travail. Nous constatons à la JAR que les personnes qui sont racisées, qui viennent de quartiers populaires, qui viennent de classes populaires, ont moins
accès à la sphère médiatique que leurs compagnons de classe qui étaient blancs, bourgeois, avec des réseaux de papa, maman, la cousine, l'oncle et la tante. Donc déjà pour rentrer dans le média c'est plus compliqué. Quand on y rentre en général, on y rentre à des postes qui sont plus précaires, d'alternance, de stage, qui se multiplient. L'assignation pour les journalistes racisés dans les rédactions, elle est à double tranchant. À la fois, on leur dit t'es noir ou t'es arabe, va faire les quartiers populaires, va faire le rap parce que c'est ton sujet et on ne te demande pas en fait ce que toi tu as envie de faire, ce que tu as envie d'apporter au projet collectif qui est celui de ton média. Et à la fois, parfois on considère que tu es trop concerné pour pouvoir être objectif. Par exemple, depuis le 7 octobre, nous recevons à la JAR des témoignages de journalistes arabes dans les rédactions dont les chefs relisent beaucoup plus les papiers que leurs collègues blancs ou blanches parce qu'on leur dit qu'ils ont a priori qui ne sont pas objectifs a priori parce qu'ils sont arabes et donc peut-être trop attachés au sort du peuple palestinien. Il est arrivé aussi pareil à certaines de nos camarades juifs et juifs. Cette assignation à résidence dans les rédactions, elle est à double tranchant. À la fois, on vous impose des sujets qui ne vous intéressent pas forcément mais sur lesquels on estime que vous avez une expertise parce que vous êtes racisé et à la fois parce que vous êtes racisé, parfois on estime que vous n'êtes pas assez objectif, l'objectivité étant évidemment celle de l'homme blanc bourgeois, qu'on ne questionne que très peu. Il y a un changement effectivement dans la sphère médiatique concernant l'antiracisme, mais elle est très minoritaire. La JAR ne s'est créée il n'y a que 2 ans et on n'a que très peu de moyens. La prépa pour l'égalité des chances prépare des étudiants gratuitement au concours d'école de journalisme pour qu'il y ait plus de diversité sociale. La chance au concours fait la même chose, mais c'est une goutte dans l'océan de reproduction raciale et sociale qu'est la sphère médiatique. Et surtout, face à nous, face à ceux qui tentent de faire des efforts, des associations, des médias indépendants qui se questionnent, qui créent des postes de race éditeurs, qui essayent de modifier aussi leur rédaction. On a la machine Bolloré, la machine Bernard Arnault, la machine Pierre-Édouard Stérin qui, avec beaucoup plus de moyens, impose un tempo médiatique et des sujets clairement racistes, dont le but n'est plus tellement d'informer, mais d'accélérer la fascisation de l'espace public. Donc, certes, il y a des prises de conscience, mais elles sont très minoritaires à des endroits qui sont beaucoup moins financés que ceux d'en face.